Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h30 sur la CRTV. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Valérie, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal de ce mardi 24 février 2015. L'Afrique centrale unit ses forces pour combattre la cybercriminalité et le cyberterrorisme. Les experts sont en conclave à Yaoundé. Objectif, assurer la cybersécurité dans la sous-région. Que se passe-t-il autour de l'huile de table Jadida? Est-elle impropre à la consommation? L'Union des raffineurs dénonce, le distributeur réfute, l'agence des normes tergiverse. Le 20h30 mène l'enquête. Il est désormais ouvert au public. Le musée national de Yaoundé donne à voir un pan de la culture camerounaise. Visite guidée dans quelques instants dans ce journal. Et voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. L'Afrique centrale peaufine sa stratégie de lutte contre la cybercriminalité et le cyberterrorisme. Les ministres en charge des télécommunications de la CEAC feront une déclaration sur cette question vendredi, ici à Yaoundé. En prélude à cette rencontre, un forum d'experts se déroule dans la capitale camerounaise depuis ce matin. Les spécialistes de l'informatique, de la sécurité des réseaux et des systèmes d'information animent une réflexion sur le meilleur moyen de relever le défi des actes criminels posés à travers Internet et les systèmes d'information. Aux côtés des gouvernements de la sous-région, ce sont une dizaine d'organisations qui s'entendent pour engager ce combat pour la cybersécurité. Voici la cérémonie de ce matin qui a été présidée par le ministre Jean-Pierre Bitibi-Essam qui accompagnait son homologue burundais, Elvis Mimba. C'est une réalité, la cybercriminalité progresse au Cameroun et dans les pays voisins. La menace pourrait s'amplifier avec le passage aux technologies 3G et 4G qui vont démocratiser l'accès à Internet. Depuis pratiquement 4-5 ans, le phénomène va grandissant. La meilleure manière, c'est déjà de reconnaître que ça existe. Et que même si on ne peut pas quantifier, ou même de manière qualitative, définir et circonscrire l'impact existe. Lorsque nous nous rendons sur le terrain, nous constatons qu'il y a une forte ampleur. Que l'on parle du simple harcèlement en ligne, ou que l'on parle de hacking sur une banque, le crime est commis. Avec l'Union internationale des télécommunications et la Commonwealth Telecommunication Organization, le Cameroun se positionne comme chef de file de ce chantier majeur de sécurisation du cyberespace régional. Les problèmes que nous adressons dans ce cadre doivent être envisagés dans le cadre de la coopération internationale parce qu'un pays tout seul ne peut pas les résoudre. Pour les spécialistes, il est nécessaire de renforcer la cybersécurité dans la sous-région pour entretenir la confiance dans l'économie des TIC, généralement réputée fort pourvoyeuse de croissance et d'emploi. Au-delà du forum et des débats d'experts, voyons concrètement comment se manifeste la cybercriminalité. Bien que récent sur le continent africain, le phénomène est de plus en plus connu de tous les internautes. Tous ceux qui sont habitués de l'Internet connaissent les ventes fictives, le trafic d'animaux exotiques, les fameux mails qui vous annoncent un gain d'un montant monumental à un jeu auquel vous n'avez jamais participé. Il ne s'agit là que de quelques-unes des astuces des cybercriminels qui en créent tous les jours. Serge Tangana-Bissot. Cette phrase est toute faite pour nous rassurer. L'Afrique, le Cameroun, trop peu intéressant pour les malhonnêtes du net. L'infrastructure Internet n'est pas déjà très développée en Afrique. Au Cameroun, par exemple, on compte environ 1,5 million d'internautes. En comparaison avec les pays comme les États-Unis, où c'est presque 100% déjà. Et puis la majorité des opérations et des opérations bancaires et du fonctionnement de l'État sont basées sur Internet dans ces États-là. N'empêche, certaines histoires des mésaventures en fait déjà croustillent. Une pharmacienne camerounaise, elle s'est fait remarquer à travers Internet parce qu'elle communiquait avec une entreprise sur Internet. Un internaute chinois a donc eu à
intercepté certainement l'une de ces conversations. Et il a donc créé une adresse. C'est un délit qu'on appelle le phishing. Alors l'internaute chinois a utilisé ce phishing et il a pu détourner dans l'attention de la dame et la dame a continué à communiquer avec lui et finalement a envoyé un virement bancaire. Le principe souvent tient à aguicher, attiser la convoitise de personnes très pauvres et très embêtées, PPTE, comme ces héritages tombés du ciel, d'Internet. La trappe Nigo parfait. Le cloud, c'est une technologie qui permet en fait d'héberger ces données n'importe où dans le monde, étant par exemple au Cameroun. Un cybercriminel peut utiliser la même technologie pour opérer, pour agir sur les individus dans certains pays. Vente de races de chiens rares ou d'animaux exotiques par virement bancaire, il y en a aussi qui ont déjà bu la honte de leur vie. On leur a envoyé un mail les informant de la détresse d'un être connu et cher, à un coin éloigné de la planète. L'ami aurait-tu besoin d'un secours? À main levée. En fait, les utilisateurs africains, beaucoup plus, ne savent pas que après avoir ouvert un compte Internet, il faut configurer, il faut faire ses choix. Il faut accepter ce qui doit entrer, refuser ce qui ne doit pas entrer. Et puis, il faut aussi avoir un antivirus à jour. C'est ça qui permet de mieux contrôler les spams. Maintenant, disons-nous les choses en face. Sur 10 logiciels utilisés en Afrique et au Cameroun, 9,5 sont craqués, défaut en fait. Trop pauvres, particuliers et état des tropiques pour s'offrir l'original chez Microsoft. Fierté nationale en berne. On fait moins l'orgueilleux là, dans les chaumières, avec nos babangida logiciels, comme ils disent, les jeunes androïdes. La règle, c'est la prudence. Lutte contre la criminalité financière cette fois. La dénonciation fait désormais partie des modes d'intervention du contrôle supérieur de l'État. C'est la grande innovation dans les procédures de vérification d'urgence apportées dans l'émission du CONSUPE au cours de cet exercice 2015. C'est l'économie de la note d'information signée aujourd'hui par le ministre délégué à la présidence chargé du contrôle supérieur de l'État. Henri Yébéa ici annonce par ailleurs l'imminence d'une vaste campagne d'adhésion citoyenne à ces opérations. Ces nouvelles procédures de vérification d'urgence visent à assainir la gestion financière des administrations publiques et assurer la bonne exécution des projets à financement public ou extérieur. L'exploitation des informations et des dénonciations suffira à mettre en œuvre le dispositif de contrôle du CONSUPE. La rédaction télé reviendra demain plus en détail sur cette nouvelle donne. Poursuivons notre série sur Internet et les innovations technologiques au Cameroun après les points d'atterrissement de Douala et Limbé dont nous vous avons parlé hier. Intéressons-nous ce soir au Blackbone. Il s'agit de câbles à fibre optique qui sont des véhicules sûrs pour le transport de données à haut débit et par conséquent le moyen le plus sûr pour s'arrimer aux nouvelles technologies. Le Backbone est fonctionnel au Cameroun depuis 13 ans à travers le Central African Backbone. Il permet d'interconnecter les pays de la sous-région. Les précisions avec Daniel Menanga. Un seul brin de ce câble facilite, entre autres, l'accès à Internet haut débit. Le Cameroun a recours au service du Backbone depuis 2002. 12 ans après, le pays n'est pas toujours à la pointe de la technologie. Nous avons jusque-là mis la fibre optique dans toutes les régions, dans tous les chefs-lieux de département, dans certains arrondissements. Le gouvernement a déjà posé plus de 6000 km de fibre optique. Le gouvernement est en train de négocier des financements pour poser encore 4000 km de fibre optique. Je voudrais espérer que d'ici 2 ans, ces 4000 km supplémentaires seront posés. Le gouvernement est également en train de travailler pour interconnecter notre réseau avec le réseau des pays voisins. C'est fait pour le Tchad, je l'ai rappelé. Ça va se faire également pour le Nigeria. En fait, le Backbone représente un point de rattachement. L'idée du projet Central African Backbone est d'interconnecter les pays de la sous-région, ce grâce à un réseau de télécommunications haut débit à fibre optique. Une fois la technologie implantée, les pays de l'Afrique centrale impliqués dans le projet auront accès aux câbles sous-marins.
accessible à partir des points d'atterrissement situés sur la façade atlantique du Cameroun. Vivement que toute cette magie se ressente sur le quotidien de la population camerounaise. De l'huile sur le feu. C'est ainsi qu'il faut qualifier peut-être cette affaire Jadida. Depuis quelques semaines, la polémique enfle et fait tache. L'huile de soja de cette marque est pointée du doigt. Elle est soupçonnée d'être nocive pour la santé, une accusation grave portée par l'Association des raffineurs des oléagineux du Cameroun. L'Agence des normes et de la qualité, par sa position ambiguë, n'a pas vraiment rassuré le consommateur. Et l'importateur de Jadida, cette marque tunisienne, clame sa bonne foi. Entre arguments et contre-arguments, le 20h30 ouvre l'enquête ce soir. Lucrèce Medoudiamba. Vous questionnez la qualité de l'huile Jadida, les importateurs vous brandissent arguments et documents qui vont de la Tunisie au marché camerounais et qui soutiennent que l'huile Jadida est une huile de friture et d'assaisonnement. Jusqu'à preuve de contraire, notre huile est une huile de bonne qualité. Elle a suivi toutes les étapes de normalisation depuis le pays d'origine jusqu'à la mise en consommation dans notre pays. Avant la levée de la déclaration d'importation, la NOR exige les analyses du pays d'origine. Or, notre huile possède un certificat des analyses dûment fait du côté de la Tunisie. Notre fournisseur a prescrit sur les étiquettes de l'huile. L'huile est faite pour faire les fritures. On peut chauffer notre huile à 180 degrés maximum. Mais cela ne suffit pas à convaincre l'Association des raffineurs des oléagineux du Cameroun qui soutient mordicus que l'huile Jadida ne correspond pas à la norme camerounaise. On ne fait pas frire des aliments avec de l'huile de soja et on ne fait pas la cuisson avec de l'huile de soja. La deuxième chose, c'est qu'au regard des difficultés, nous avons analysé le résultat du laboratoire produit par la NOR. Et dans ce résultat, on a deux indices qui sont hors normes. Un avis balayé du revers de la main par le gendarme de la norme au Cameroun. L'huile Jadida a obtenu un certificat de conformité de la norme. Et au jour d'aujourd'hui, ce certificat de conformité reste valable parce qu'il a été obtenu à travers tout un processus qui concerne la certification des produits pour lesquels les normes sont d'application obligatoire. J'entends par-ci et par-là que l'huile présente une dangerosité, mais au jour d'aujourd'hui, nous n'avons reçu aucun élément scientifique nous prouvant que l'huile Jadida est dangereuse pour nos populations. Soit, mais qu'en est-il de la publicité sur cette huile? La publicité qui a été faite par Jadida était de nature à induire les utilisateurs en erreur. Parce que Jadida ne s'est pas limité à présenter son produit, mais est entré dans les détails sur la composition de son produit et sur les différentes utilisations. Donc il était important que je demande à Jadida de suspendre cette publicité. Quoi qu'il en soit, pour les chimistes, tout est dans l'utilisation que la ménagère fait de l'huile dans sa cuisine, et l'huile, quelle qu'elle soit. On ne peut pas attribuer à une huile de prime abord une propriété cancérigène. Donc tout est dans l'utilisation. C'est la mauvaise utilisation de l'huile qui amène à la propriété cancérigène. Que ce soit une huile végétale extraite de l'huile de palme ou que ce soit une huile de soja, de tournesol ou bien d'olive. Tout est dans l'utilisation. Il faut savoir ce qui est le point de fumée de chaque huile et donc ne pas la dépasser. Cette guerre n'aurait certainement pas lieu si l'Agence des normes et de la qualité disposait de tous les instruments de contrôle nécessaires dont elle a besoin pour mener à bien ses missions. Mais déjà, lundi, elle donne une conférence de presse sur ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Jadida. Eh bien, en attendant lundi, nous reparlerons d'huile demain dans cette série animée par Lucrèce Medoudiamba. Nous vous parlions hier des responsables du ministère des Arts et de la Culture qui sont en séminaire d'élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques dans leur secteur. À cette occasion,
aller visiter le musée national tout proche. La structure entièrement rénovée et récemment inaugurée est désormais ouverte au public. Ce musée, temple d'une bonne partie de la culture camerounaise, propose aux visiteurs des collections diverses et variées. Du mardi au dimanche, entre 10h et 18h, la culture camerounaise vous tend les bras au musée national. Si vous n'y êtes pas encore allé, voici un avant-goût de ce que vous y trouverez, suivant le guide Françoise Coquituès. C'est dans un bâtiment chargé d'histoire qu'est logé le musée national. Domicile des gouverneurs coloniaux de 1930, l'édifice abrite en 1960 la résidence du président Amadou Ahidjo. Rénové en 1988, le musée permet au public de découvrir diverses collections qui, de la préhistoire au temps contemporain, promènent le visiteur à travers les méandres d'un riche patrimoine. 11 salles, dont l'une consacrée à l'archéologie. On peut trouver les vestiges ou les objets que nos ancêtres ont fabriqués, utilisés et abandonnés dans la nature. Et ces objets, c'est en pierre, ça date de 50 000 ans, c'est notre histoire. On a aussi des objets ici qu'on a utilisés pour faire le feu avec en pierre. Une place est également faite à la musique. Nous avons les cordophones qui sont les guitares traditionnelles. Et en termes de guitares traditionnelles, nous avons les mvets qui nous viennent de Fambeti, nous avons les garayas qui l'utilisation date plus de 300 ans et utilisée uniquement par les bergers. Et encore, nous avons ce qu'on appelle les aérophones qui sont les flûtes et les saxos. Quand on retrouve les flûtes qui ont plus de 2 siècles, utilisées aussi par les écureuils du village pour annoncer peut-être la disparition d'un chef. Ici, la riche culture traditionnelle et millénaire des peuples de la forêt. Nous valorisons par exemple les tatouages qui datent du 19e siècle et qui se faisaient accompagner par des accessoires qui sont tout à côté. Nous pouvons aussi mentionner ici là le porte-bébé traditionnel qui est l'ancêtre de celui d'aujourd'hui, oui, et qui était fait avec de la peau d'antilope. Plus loin, le Cameroun contemporain, à travers une exposition de photos et d'objets anciens, nous plonge dans un passé récent et pourtant mythique. L'accent est mis ici sur les indépendances, la réunification, la consolidation de l'unité nationale, quelques événements socio-économiques et la diplomatie. Enfin, cette collection colorée issue de l'école de Poto-Poto, qui par ses influences prouve que les sources de la peinture moderne sont bien en Afrique. Le musée national a ouvert grand ses portes au public. La diaspora aussi donne de la voix et crie son rejet de Boko Haram. Les Camerounais de Paris se sont retrouvés sur l'esplanade du Trocadéro. Une marche symbolique de soutien aux forces de défense camerounaises et tchadiennes, une mobilisation pour barrer la route à l'intolérance, à la barbarie, un front solide pour la préservation de l'intégrité territoriale du Cameroun. Et cela s'est dit en chanson. Les artistes musiciens se sont joints aux manifestants. Voici le reportage de notre correspondante à Paris, Maxence Ancel. Ils ont répondu présents à l'appel du collectif pour la paix en Afrique. Des Camerounais, des Africains, des amis d'Afrique se sont réunis sur l'esplanade du Trocadéro, parvis des droits de l'homme, afin de manifester leur soutien aux forces de défense engagées dans la lutte contre Boko Haram, manifester leur soutien aux populations qui subissent les agressions de la secte Boko Haram, mais aussi lancer un appel à la communauté internationale, aux médias internationaux. Les jours de Boko Haram sont désormais... Stop au massacre, stop à l'obscurantisme, stop à l'indifférence. La secte Boko Haram multiplie ses agressions, tuant des populations, et la diaspora unie ce jour est venue lui dire non. C'est sous une pluie battante que jeunes et moins jeunes ont suivi les différentes prises de parole. Marraine de l'événement, l'artiste Saline Yolo, après avoir salué l'initiative du collectif pour la paix en Afrique, s'est adressée à l'assistance, souhaitant que la mobilisation se poursuive. Pays d'Afrique, réveillez, Cameroun, interdisons aux assassins d'enfants, aux pilleurs de villages, aux trompeurs de religion de prendre le pouvoir sur nous. La détermination des uns et des autres est forte pour être aux côtés des forces de défense, aux côtés des populations et surtout faire face à cette secte qui veut déstabiliser le Cameroun, le Nigeria, le Tchad, le Niger et menace toute l'Afrique. Africa,
unissons-nous tous derrière nos armées. La rencontre de ce jour a tenu ses promesses. On a vu plein de jeunes danser ici et c'était bien. Franchement, on peut tout simplement dire que Boko Haram doit trembler. Les jeunes ne veulent pas nous terroriser. C'est pour ça qu'on fait le groupe ici aujourd'hui. Il faut les combattre. L'Institut national de la jeunesse et des sports se projette dans l'avenir. L'établissement a tenu aujourd'hui son 10e conseil d'administration académique. Les travaux ont consisté entre autres en l'examen des recommandations du conseil scientifique du 15 janvier 2015. Ces recommandations annoncent une plus grande envergure scientifique à l'INJS. L'Institut a ouvert son cycle doctoral, sa division 3, au cours de cette année académique. Voici le compte-rendu de Wilfried Cotou. Le devenir des étudiants de l'Institut national de la jeunesse et des sports au cœur de ce conseil d'administration académique de cet institut. Entre autres points abordés par les administrateurs, le crucial arrimage de l'INJS au système LMD. Il faudra faire en sorte que cet arrimage se fasse selon les règles de l'art. Il est question de trouver des mécanismes pour que tout ce beau monde soit arrimé, n'est-ce pas, dans le cadre de cette tutelle académique. Une prescription parmi tant d'autres dont la mise en exécution interpelle l'establishment de l'INJS. Si les résolutions prises peuvent se transformer en réalisation, peut-être qu'on aura dans les prochains jours un institut qui pourra envisager ses lendemains sous de meilleurs auspices. Tant il est vrai que tous les administrateurs ont travaillé avec acharnement, avec franchise, avec abnégation pour que l'INJS puisse, dans les jours à venir, devenir quelque chose de meilleur. Créé le 31 décembre 1960, l'Institut national de la jeunesse et des sports, aujourd'hui, c'est 305 étudiants qui s'abreuvent à la source du savoir de 80 professeurs permanents et 48 professeurs associés. L'INJS est le creuset de la formation et le perfectionnement des cadres du ministère des Sports et de l'éducation physique, des fédérations sportives et d'éducation extrascolaire. En nécrologie, l'hommage à un grand commis de l'État, Ismaël Malam, repose pour l'éternité dans sa terre natale de Hardaf, dans l'extrême nord. Jusqu'à sa mort, Ismaël Malam était vice-consul du Cameroun en France. Avant cela, il aura exercé le commandement territorial comme sous-préfet à Tibati et à Fotokol, entre autres. Et pour lui adresser le suprême adieu à Hardaf, de nombreux compagnons de route, camarades du parti RDPC et ses proches éplorés. Voici le reportage de Mal Moussa Ledoublez, CRTV Extrême Nord. C'est en 1986, victime d'un accident de la circulation, alors qu'il était sous-préfet de Kolofata, que Djobunge Balamsia Ismaël a été évacué en France sur instruction du président de la République qui a fait de lui, après son rétablissement grâce au progrès de la médecine, responsable à l'ambassade du Cameroun à Paris. Mais malgré cet éloignement, Sa Majesté Djobunge Balamsia Ismaël est resté attaché à ses proches, à ses amis, inconsolable aujourd'hui, et à sa terre, patrie. Lorsqu'il a pris sa retraite, il est venu en réalité pour dynamiser ici son canton. Il s'inscrivait donc dans l'appel de Paul Biya pour que les gens se lèvent comme un seul homme et participent eux-mêmes à leur émergence. Il est mort étant reconnaissant à ce que le gouvernement de Paul Biya lui a donné. J'ai retenu que c'était un homme sage, un homme bien aimé et qui aimait aussi les frères, sans distinction que vous soyez tchadien, pas tchadien, lui c'était ses frères. La forte présence de hautes personnalités de la République, Ayang Luc, Adoum Garoua, Mounouna Futsu entre autres, des élus camerounais et tchadiens et la foule bigarrée à ses obsèques a dévoilé l'estime et l'étroitesse des relations qui liaient les uns et les autres à l'illustre disparu. L'oraison funèbre prononcée par le préfet du Mayo Danaï a souligné le caractère exceptionnel de ce haut commis de l'État qui a roulé sa bosse dans le commandement territorial, sous-préfet de Tibati, de Bourha, de Kolofata et de Mindif, avant d'occuper pendant plus de 20 ans le poste de vice-consul à l'ambassade du Cameroun à Paris. Chef supérieur du canton de Guizei dans l'arrondissement de Guéré,
Et militant engagé du RDPC, il a eu un hommage mérité de la hiérarchie de son parti qui a dépêché à Ardaf une délégation du comité central. Le camarade Djobunge était vraiment un pilier pour le RDPC dans cette région. Il était un bon encadreur, il a laissé de très bons souvenirs, tout le monde lui est reconnaissant, donc avec ça, le parti va encore continuer. Djobunge Balamsia Ismaël, qui quitte la scène à 68 ans, laisse au sein de sa famille un vide qui ne sera jamais comblé. Et comme il est de tradition en pays Massa, la cérémonie de ses obsèques s'est achevée par des danses de lamentation. Transparency International Cameroun évalue la mise en œuvre du projet RED+. C'est le programme de réduction de la dégradation des forêts. Ce programme qui vise la protection de l'environnement est piloté par Transparency International. 12 mois déjà que ce programme est implémenté sur le terrain avec des acteurs divers engagés dans la lutte contre la dégradation des écosystèmes forestiers. Quelques satisfactions sont notées dans la prise de conscience des communautés et des exploitants sur la nécessité d'un développement durable. Le programme RED+ court jusqu'en 2016. Avant de poursuivre ce journal, que je vous donne lecture de cette décision du président national du RDPC, décision modifiant et complétant les dispositions de l'article 1er de la décision du 11 septembre 2014 portant création de nouvelles sections du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le président national décide, article 1er, les dispositions de l'article 1er de la décision numéro 004 RDPC/PN du 11 septembre 2014 portant création des nouvelles sections du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sont, pour compter de la signature de la présente décision, modifiée et complétée ainsi qu'il suit. B. Région du Centre. 1. Département d'Union Ekele. 5. Section d'Union Ekele Nord-Est 1, dont le ressort territorial couvre les organes de base implantés dans l'arrondissement de Bot-Makak. Le siège est fixé à Bot-Makak. 6. Section d'Union Ekele Nord-Est 2, dont le ressort territorial couvre les organes de base implantés dans l'arrondissement de Guibassal. Le siège est fixé à Guibassal. 7. Section du Noé-Kélé Sud-Est, dont le ressort territorial couvre les organes de base implantés dans l'arrondissement de Bonjok. Le siège est fixé à Bonjok. D. Région de l'extrême nord. 3. Département du Mayo-Danaï. 11. Section Mayo-Danaï Est 2, dont le ressort territorial couvre les organes de base implantés dans l'arrondissement de Vélé. Le siège est fixé à Guémé. 4. Département du Mayo-Kani. 1. Section de Mayo-Kani Nord-Est, dont le ressort territorial couvre les organes de base implantés dans l'arrondissement de Korhi. Le siège est fixé à Touloum. 2. Section du Mayo-Kani Sud-Est, dont le ressort territorial couvre les organes de base implantés dans l'arrondissement de Taïbon. Le siège est fixé à Dzigilao. Région du Sud-Ouest. 2. Département du Fako. 1. Section Fako 1A, dont le ressort territorial couvre les organes de base implantés dans l'arrondissement de Limbe 1er. Le siège est fixé à Limbe 1er. 2. Section Fako 1B, dont le ressort territorial couvre les organes de base implantés dans l'arrondissement de Limbe 2e. Le siège est fixé à Limbe 2e. 3. Section Fako 1C, dont le ressort territorial couvre les organes de base implantés dans l'arrondissement de Limbe 3e. Le siège est fixé à Limbe 3e. Article 2. Le secrétaire général du comité central est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera enregistrée puis publiée en français et en anglais et communiquée partout où besoin sera. C'est signé le président national, Paul Biya. Restons en politique et dans le parti de la Flamme Ardente pour parler de l'évaluation de l'opération de placement des cartes d'adhésion. La section Nyon et Founou Sud à Konolinga a fait le point. L'opération se déroule plutôt bien, même si elle a besoin d'un petit coup d'accélérateur. C'est pourquoi les élites et les jeunes sont appelés à s'impliquer dans le processus. Voici le reportage de Eugène Mbey. Avec un taux de placement des cartes d'adhésion
Au-delà de 70%, 3 mois seulement après le début de l'opération, les militants RDPC dans l'Union Efumu Sud se sont montrés fiers du travail abattu jusqu'ici. Nous connaissons beaucoup de problèmes sur le terrain pour le placement des cartes dans tout le territoire camerounais. Mais en ce qui concerne mon département, l'Union Efumu Sud, les résultats sont quand même positifs. Et le pourcentage est normal. Nous sommes à un pourcentage de placement de 70-75% et comptons atteindre nos objectifs dans les prochains jours. Mais il ne faudrait pas se voiler la face, ont martelé les différents intervenants, le travail visant à atteindre l'objectif de 100% des cartes d'adhésion placées a encore du chemin à faire. Nous devons impliquer toutes les élites. Nous devons sillonner partout. Nous allons tenir des réunions dans les 3 unités administratives qui composent notre section. Mangan, Akonolinga et Ndong. Chacun a son rôle à jouer. Il faut que chacun mette sa main dans la pâte et avec tout le monde, nous allons atteindre le résultat escompté. Les problèmes de discipline et de cohésion dans les rangs du parti ont également fait partie de l'agenda de cette réunion à laquelle prenait part le préfet d'Union Efumu. Prochaine réunion d'évaluation début mars 2015. Afriland First Bank et la Banque islamique pour le développement proposent une solution bancaire basée sur les principes de l'islam. Il est question de proposer certains services sans agio et sans intérêt. C'est en fait toute une gamme de nouveaux produits et services encadrés par les règles de la finance islamique qui viennent d'être présentés au public. Adrien Babaïli, publie reportage. Fruit du partenariat Afriland First Bank, Banque islamique pour le développement, la finance islamique est un ensemble de services bancaires au service de la population qui ne trouve pas satisfaction dans les banques classiques. La finance islamique est différente de la finance conventionnelle, entre guillemets, le fait que vous ne pouvez pas faire une spéculation sur les produits. On ne peut pas également faire des activités illicites. On ne peut pas vous donner 1000 francs et vous demander de donner 1100 francs. 4 produits phares sont mis à la portée de la clientèle pour cette entrée au Cameroun. C'est le Murabaha, Musharaka, Mudaraba, Ijara. Ça veut dire tout simplement, Murabaha, c'est une transaction avec marge. Musharaka, c'est un produit participatif. Mudaraba, c'est une transaction à travers laquelle un propriétaire de fonds confie ses ressources à la banque pour que la banque investisse pour son compte. Ijara, c'est le crédit bail. Grâce à Afriland First Bank, les clients de tous les horizons, sans distinction de religion, peuvent accéder à une partie des 1300 milliards de dollars déjà immobilisés de par le monde pour apporter satisfaction à la clientèle. La finance classique vous fait payer les intérêts même avant les échéances des opérations. Il est important pour nous, en tant que banque leader, en tant que banque citoyenne, d'apporter les innovations nécessaires, de satisfaire les besoins de notre client, de satisfaire les besoins de l'ensemble des populations du Cameroun. La cérémonie de lancement officiel de la finance islamique a permis aux représentants de la Banque islamique de développement de réaffirmer l'engagement de son institution à cheminer avec Afriland First Bank. Un engagement salué par le président du groupe Afriland First Bank, le Dr Paul Kamounye Foukam, qui a saisi cette occasion pour remercier le gouvernement camerounais pour son accompagnement habituel. Le premier guichet de la finance islamique est ouvert à l'agence Afriland First Bank située devant le collège de la retraite de Yaoundé. Avant de boucler ce journal, cette note à l'étranger, Côte d'Ivoire, la première partie du procès en assises de 83 accusés pour atteinte à la sûreté de l'État a vu la comparution de Simone Gbagbo, l'ex-première dame. Elle n'a reconnu aucun des motifs d'accusation retenus contre elle. Depuis son arrestation il y a 4 ans, Simone Gbagbo ne s'était pas exprimée en public pendant 1 heure et sans interruption. L'ex-première dame a présenté sa version des faits de la crise post-électorale. Pour elle, Alassane Ouattara est président de fait, mais
c'est son mari qui avait été désigné par le Conseil constitutionnel. Simone Gbagbo a demandé au tribunal de la juger sur des faits, que l'accusation apporte des preuves des tueries massives dont on l'accuse, ce qui n'a vraisemblablement pas pu être fait lors de l'audience. Le procès reprend lundi prochain pour les plaidoiries et le réquisitoire. Ce journal s'achève donc. Sachez que des experts sont en train de préparer à Yaoundé un bouclier contre la cybercriminalité. Et puis nous avons ouvert une enquête dans ce journal sur la fameuse affaire de l'huile de table Jadida. Merci de rester sur la CRTV. Merci de rester fidèle à cette antenne. Bonsoir Valérie. Bonsoir Evelyne, mesdames, messieurs, bonsoir et à demain, 20h30.